Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley, bienvenue dans le Balade Club podcast, le podcast dans lequel on parle de Future of Work. Et aujourd'hui, je suis avec un invité de marque en face de moi, en la personne d'Hugo Cousin. Salut Hugo. Salut Wesley. Comment vas-tu aujourd'hui ? Super bien, ravi d'être là. Trop bien. Écoute, on se connaît déjà pas mal. Ouais, absolument. C'est sûrement la personne que je connais le mieux ici à Balade Club. Et pourtant, je sais que j'ai plein d'autres choses à découvrir te concernant ton rapport au travail, ta vision du Future of Work. Et puis surtout, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent également, elles sont curieuses de savoir qui est Hugo Cousin. Et justement, la première question, comme tu t'en doutes, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton activité aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis consultant en influence digitale et plus particulièrement en influence digitale corporate. Ça veut dire que je m'adresse à des grands groupes, des grandes institutions sur des enjeux complexes. Mon métier, c'est de défendre leur réputation digitale, soit parce qu'ils sont agressés, soit parce qu'ils veulent la construire, soit parce qu'ils veulent l'étendre, la faire rayonner. Et pour ça, j'utilise une pléiade d'outils digitaux, dont un dont je suis très fan, qui est LinkedIn, parce qu'il s'adresse spécifiquement à des communautés professionnelles. Et donc, on met en place des stratégies d'influence qui permettent de mobiliser des grandes communautés d'ambassadeurs, que ce soit des dirigeants, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des partenaires, qui prennent la parole au nom de l'entreprise et qui la font rayonner. Et ça crée de l'enthousiasme, de l'autorité, de l'authenticité aussi, puisque ce sont des humains qui prennent la parole, et ça change la manière dont on communique. Et pour le coup, c'est quelque chose que tu as vu de l'intérieur, puisque tu as toi-même travaillé dans des grands groupes. Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment... Bien sûr. Voilà, comment tout ça s'articule et peut-être la différence entre quand on est indépendant et qu'on accompagne des grands groupes sur ce type de stratégie de communication et par rapport à avant, quand on est à l'intérieur de ces groupes. Déjà, moi, je suis un enfant du digital. Je suis né en 80, je suis un pur millénial. Donc, j'ai vu les différentes vagues en fait, du digital se développer, le Web 1, le 2, le 3 et bientôt le 4 sans doute. Et à chaque fois, il y a des usages qui changent en fait. C'est la technologie qui tire le digital, mais derrière, c'est vraiment les usages qui sont importants. Et donc, ça pose la question de comment une entreprise ou une organisation fait passer des messages, crée de l'adhésion, de l'attention vis-à-vis des publics. Et comme tu le sais, tout change très vite, surtout en ce moment, avec différentes vagues technologiques. On va en reparler, je pense. Le changement des algorithmes, le fait que les algorithmes donnent beaucoup plus de poids aux éléments, aux contenus qui sont émotionnels. La vague des IA et donc les fake news derrière qui sont de plus en plus faciles à créer. Et puis la multiplication des contenus à l'ère du digital, où aujourd'hui il est difficile de savoir quel contenu aller choisir et puis qui croire. Au final, c'est la vraie question. Donc cet enjeu de réputation, il est au cœur des problématiques actuelles. Tu m'étonnes, en tout cas, on sent que tu connais ce métier et que tu as analysé ça sous beaucoup de coutures différentes. Ouais. Est-ce que tu imaginais que ça changerait à ce point-là ? Alors c'est difficile à dire. Moi par exemple, et je pense qu'on a été nombreux pendant la première vague du web à être super enthousiastes, parce qu'on était sur quelque chose d'un peu punk, d'un peu hippie, avec cette idée de démocratiser l'accès au savoir, de partager les savoirs. Donc on a tous créé des sites web, on a tous lancé des premières campagnes. Moi, ça a été mon métier super rapidement, puisque j'ai fait des études de e-commerce avec un master d'intelligence économique. Donc déjà, la thématique de la réputation de l'influence m'intéressait. Et puis après, moi, j'ai pris le virage du Web 2. C'est là où j'ai commencé à travailler véritablement avec les réseaux sociaux, avec les annuaires en ligne. D'ailleurs, Facebook, c'était un annuaire d'école à l'origine. Et donc, quelque chose de très positif, notamment Wikipédia, cette idée de mettre en commun la connaissance de l'humanité avec l'intelligence des foules. On était dans cette logique très, très positive et super enthousiasmante. Aujourd'hui, on est dans une troisième phase, voire une quatrième phase, où ça change évidemment, puisque la technologie prend une place tellement importante qu'elle dévoie un petit peu la manière dont les entreprises communiquent. Et surtout, malheureusement, les entreprises ont des difficultés à créer de la croyance, de l'autorité auprès de leur public. Leur image est un petit peu dévoyée. Donc moi, je suis là un peu comme un chevalier blanc pour les protéger et surtout pour les pousser à rayonner et influencer. Qu'est-ce que tu entends par dévoyer ? C'est-à-dire que les personnes, le peuple digital s'empare de la réputation et les entreprises ont plus de mal à maîtriser ça ? C'est ça que tu entends par dévoyer ? Oui, de manière globale, en fait, si on prend toutes les études sans m'étendre, on se rend compte que les publics, qu'ils soient plus jeunes, plus âgés, professionnels ou pas professionnels, actifs ou non actifs,
croient de moins en moins le discours corporel, le discours institutionnel des entreprises, qui est léché, qui est écrit à la virgule. On est dans la communication corporate institutionnelle, donc on est dans des choses qui sont très structurées. Et pour autant, dès qu'on utilise le digital, qui est un des vecteurs majeurs aujourd'hui pour communiquer, pour faire passer ces messages, on ne touche pas la cible. Clairement, les candidats ne postulent pas, les journalistes n'achètent plus les communiqués de presse comme c'était le cas auparavant, ou les contenus qui sont mis à leur disposition, les États non plus. Bref, on a une vraie différence, une sorte de gap qui s'est créé entre les publics et l'entreprise, que ça soit en B2B ou en B2C. Moi, je travaille beaucoup plus en B2B, parce que sur les problématiques B2B, on a des enjeux de marque employeur, on a des enjeux de vente qui sont très forts, notamment sur le digital, notamment sur LinkedIn. Mais ça vaut pour toutes les entreprises, en fait. Le fait de convaincre ces publics, ces audiences, ça devient un sport de combat. Et voilà, moi j'adore ça, je trouve ça super intéressant. Et au contraire de ces thématiques ou de ces tendances-là, il faut en faire un atout pour pouvoir communiquer intelligemment. C'est pour ça qu'on appelle ça les stratégies d'influence digitale, parce qu'on va mobiliser les communautés pour parler en notre nom. Ok. Et est-ce que tu as quelques pistes, quelques réponses comme ça de solutions que tu mets en place avec tes clients si on avait 2 ou 3 principales. Non, alors moi ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est d'aller chercher à chaque fois la bonne réponse à la bonne problématique. Je traite de 3 problématiques, grosso modo, parce qu'il y en a plein. Il y a des problématiques corporate, donc comment je valorise mon image de marque. Auprès de mes publics, des problématiques de marque employeur, comment je recrute, comment je suis attractif, comment je réussis à attirer des candidats, et ça c'est très fort, notamment sur les secteurs d'activité où c'est très tendu, et puis des problématiques de vente, tout simplement, de marketing, de vente, où là on va réinventer le métier de commercial. Bon. Donc évidemment, en fonction de la thématique ou de la problématique de l'entreprise, les stratégies d'influence, elles sont différentes. Quand il s'agit de corporate pur, généralement, je vais aller chercher un dirigeant ou plusieurs dirigeants pour faire rayonner l'entreprise à travers sa vision. Alors ça paraît tout simple de dire ça, mais en fait, un dirigeant qui a une vision, c'est pas si évident. Et un dirigeant qui partage cette vision avec le monde, c'est encore moins fréquent. Et donc, une partie de mon métier, c'est de les accompagner dans leur positionnement. Il y a un gros travail amont sur la strate, sur comment est-ce qu'on va les amener à prendre la parole, la ligne éditoriale, la production de contenu si nécessaire, et surtout ce rayonnement qu'on va aller chercher auprès de communautés très ciblées. Ça peut être des experts sur une thématique, ça peut être des journalistes, ça peut être des institutionnels. On va même parfois jusqu'au lobbying en ligne. Donc ça va assez loin. Deuxième partie, marque employeur. Là, on est sur une thématique RH. Donc j'accompagne, par exemple, les équipes RH de Saint-Gobain. Ça a été le cas il y a quelques années, sur comment recruter aujourd'hui en créant ce lien avec des candidats. Qui ne vont pas simplement cliquer sur une candidature simple. Non, il faut créer vraiment une relation avec eux, dans une démarche beaucoup plus humaine. Et puis, il y a toute la partie vente en ligne, où là, je l'ai fait à Rennes encore la semaine dernière, où là, j'accompagne des structures qui sont souvent en demande de nouveaux relais de croissance. Et c'est super intéressant de venir utiliser des outils, notamment des réseaux sociaux, pour venir targeter, adresser des messages. Donc, tout dépend en fait du client. Mais la solution, en tout cas moi, celles qui me paraissent les plus intéressantes aujourd'hui, c'est Leader Advocacy pour les dirigeants, Employee Advocacy pour des groupes de collaborateurs qui deviennent ambassadeurs. Ça le vend en poupe parce que ça marche très très bien. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas mal passer ces mots. Je ne sais pas pour vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, mais Leader Advocacy, si j'ai bien compris, c'est la voix du leader, ce qu'on appelle la prise de parole du dirigeant, ouais, absolument. Voilà, exactement, donc la vision. Le leadership d'opinion. Ouais. Et l'Employee Advocacy, là, c'est plutôt les relais que représentent les relais de communication que représentent les équipes et les collaborateurs au sens plus large peut-être. Non, ouais, absolument. Alors c'est deux pratiques qui sont complémentaires. J'ai envie de dire. Elles s'opposent pas, elles sont complémentaires. Par contre, il y a des règles du jeu qui sont assez différentes parce que un dirigeant, de par sa fonction, il a besoin de convaincre pas simplement de son rôle d'ambassadeur, ça c'est facile, j'ai envie de dire entre guillemets, mais plus loin, il a besoin de se connecter à la société et aux problématiques de ses publics. Donc, moi, j'accompagne évidemment ces dirigeants, pas simplement sur la bonne manière de prendre la parole sur le digital, ça serait trop simple et moins intéressant pour moi en tout cas, mais finalement sur comment me positionner, sur quelle thématique, avec quelles convictions, quels engagements, soutenus par quelles preuves. Donc, on est sur un vrai travail de relations publiques en amont, et en aval, on va utiliser les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux pour rayonner avec notamment des stratégies d'alliés. Pour en reparler si tu veux, je peux en parler pendant des heures. Ouais, côté employé advocacy, côté ambassadorat, en bon français on appelle ça ambassadorat. Et pour mes clients, notamment dans le public, ils tiennent à ce qu'on dise ambassadorat. Okay. Là, on va venir sélectionner une cohorte ou un groupe de collaborateurs
qui sont déjà les meilleurs sur les réseaux sociaux. Alors, il y a tout un débat sur c'est quoi être le meilleur. Et moi, dans ma vision des choses, en fait, je suis convaincu qu'il faut aller chercher des gens qui sont déjà très visibles, des gens qui ont déjà une ligne éditoriale forte avec des convictions, et surtout des gens qui entretiennent une relation avec leur public. Pourquoi ? Parce qu'en allant chercher ces gens-là, qui sont généralement entre 5 et 10% de la masse salariale d'une entreprise, qui appartiennent à différents métiers, parfois à différentes filiales. Quand j'ai lancé la démarche d'employé advocacy chez Avril, il y avait 21 pays. Il y avait 50 ambassadeurs, 21 pays. Donc, c'est absolument génial. On crée une osmose entre ces ambassadeurs. Et on va se baser sur leur communauté et sur leur audience pour propulser les messages de l'entreprise. Et ça, c'est très, très fort parce que notamment la grande tendance des réseaux sociaux maintenant depuis 2-3 ans, c'est de donner beaucoup plus de place et d'audience à un profil versus une page. Donc c'est intéressant d'un point de vue communication et même d'un point de vue média pur, ça a du sens du fait de l'algorithme. Voilà. Donc 2 démarches complémentaires, vraiment. Très très bien. Avril, on est d'accord que tu étais salarié à cette époque. Avril, j'étais directeur digital. Directeur digital. J'ai mis en place la démarche pour la première fois en 2015-16. Ça date un Ça peu. remonte déjà. Et ça a beaucoup évolué depuis, mais la démarche continue. Donc, c'est ça qui est génial aussi. Top. Voilà. Tu peux boire ton verre d'eau si tu veux pendant que je le fais. je pose la suite. Mais non, très, très intéressant. Tout à l'heure, tu parlais des dirigeants que tu accompagnes et tu fais en sorte de les aider à être en phase avec les problématiques du terrain, de leurs clients, voilà, des différents publics qui veulent, sur lesquels ils veulent influer. Ouais. Comment tu t'assures de ça? Enfin, est-ce que tu peux nous livrer? Moi, je veux tout savoir, là, les coulisses croustillants d'Hugo. Tu peux peut-être pas tout dire, mais tu vois les dirigeants, peut-être parfois, qu'on va qualifier de hors-sol, parce qu'ils sont très très loin de leur public, ils gagnent infiniment plus d'argent, et puis surtout, ils ont plusieurs couches de différence entre eux et entre eux et les personnes à qui ils vont s'adresser. Hors-sol, c'est vraiment le bon mot, en fait. Le risque numéro 1 d'un dirigeant, c'est d'apparaître déconnecté de l'interne comme de l'externe. Alors, on pense souvent à l'externe avec les réseaux sociaux, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, et s'il y a de moins en moins d'intranet, c'est pas un hasard non plus, ces réseaux sociaux permettent aussi de s'adresser à des publics internes. Et donc, ils ont une fonction plus que de représentation, de leadership, voire de thought leadership, où ils vont se positionner pas simplement en contact avec les attentes de la société, mais en avance sur leur temps. Et un bon leader aujourd'hui qui prend la parole, et c'est pour ça que c'est très difficile, mais c'est aussi pour ça que c'est passionnant, il a des prises de parole, il a des convictions qui s'adressent à comment sera mon marché ou la société dans 10 ans. C'est ça qui va le différencier des autres. Tu vois, moi je fais ce travail-là beaucoup chez LVMH, où j'accompagne un des dirigeants en prise de parole, et il a des enjeux stratégiques qui sont liés à sa propre parole en tant qu'individu, en tant que groupe, et aussi en tant que société. Et il faut faire le lien, l'osmose entre ces 3 parties-là. Et moi, mon rôle, c'est de l'accompagner parce que on n'est pas toujours le mieux servi par soi-même. Donc, on a besoin de quelqu'un qui serve un peu de miroir et de challenge pour pouvoir créer une ligne éditoriale qui soit un peu audacieuse et authentique. Et ça, l'audace et l'authenticité dans le monde corporate, c'est pas l'apanage, c'est pas naturel. Donc, moi, je viens un peu secouer ça pour en faire une communication qui soit plus moderne, plus innovante et qui marche surtout, quoi. Ouais, donc audace et authenticité, les 2 O qui font peur aux dirigeants des grands groupes, ok. Mais ça doit être passionnant de bosser avec ce cible de personnes dans ce genre d'environnement. Ouais. Qu'est-ce que toi tu préfères justement dans ton métier aujourd'hui? La réponse la plus simple, mais elle est tout à fait véridique, c'est vraiment ce questionnement stratégique très en amont. C'est-à-dire qu'il y a... moi, je conduis des dispositifs digitaux depuis 20 ans. Donc, la mécanique pour la mécanique, c'est pas aujourd'hui, moi, ce qui fait battre vraiment mon cœur. Ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est quelle est la problématique de l'entreprise, quelle va être la stratégie qu'on va mettre en place, quels vont être les obstacles et les défis qu'on va devoir surmonter, parce qu'il y en a toujours. Bien sûr. Que ça soit, je donne des exemples comme ça, que ça soit une approche trop hiérarchique. Dans l'ambassadorat, souvent, je suis face à des clients qui me disent « Moi, je veux prendre tel manager, tel directeur, telle personne, parce que dans le cadre de la politique interne, ça fait bien. » Donc, je me bats pour que véritablement, on aille chercher les meilleurs, quels que soient les leviers managériaux ou hiérarchiques. Parfois, on a aussi un ambassadeur qui est un ambassadeur parce qu'il est sur une position de management, par exemple, mais qui n'a pas envie de prendre la parole. Ou qui ne sait pas comment prendre la parole. Donc, je vais être aussi dans une démarche de coaching, de réassurance par rapport à ça. Et là, on touche à des enjeux stratégiques parce qu'on commence à discuter d'enjeux d'entreprise et on finit par parler d'enjeux personnels.
Et ça, je trouve que c'est la quintessence de mon métier, quoi. Donc, vraiment la partie stratégique amont, stratégie, pilotage. Et puis après, sur les stratégies d'alliés, les stratégies de publication, la partie plus opérationnelle, moi, je m'entoure de freelance aujourd'hui, qui sont indépendants et qui sont experts chacun de leur métier, avec une couleur par secteur d'activité. Parce que faire de l'influence dans le retail, ça n'a rien à voir avec faire de l'influence dans l'institutionnel, notamment dans l'institutionnel international, ce qui m'intéresse beaucoup. Donc on est sur des pratiques assez avancées et assez spécifiques, quoi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Je crois que j'ai déjà une idée de titre pour l'épisode. L'homme qui murmurait à l'oreille des dirigeants du CAC 40. C'est un peu long, mais... Ouais, il faut rester modeste aussi. Non, mais il y a vraiment une dimension bras droit, quoi. Oui, il y a une dimension bras droit, communicant, challenger. Moi, j'aime bien cette notion aussi de challenger. Je ne suis pas là pour, entre guillemets, servir la soupe ou dire ce qu'on attend de moi. Je suis aussi là parfois pour confronter, faire évoluer, challenger les idées, pour pousser finalement ces personnes-là à donner le meilleur et à sortir un peu des sentiers de la communication corporate. Il y a aussi parfois des événements. La communication, elle est drainée par beaucoup d'événementiels, beaucoup d'actualités. Et parfois, il y a des occasions sur lesquelles on va se positionner, pas rebrousse, mais différemment de l'entreprise. Voilà. Il y a la position de l'entreprise et la position du dirigeant. Et le dirigeant peut avoir une voix différente qui vient compléter, qui vient donner autre chose. J'ai notamment participé à encadrer, à rassurer un dirigeant lorsqu'il avait des échanges avec un concurrent sur LinkedIn. C'est des moments de tension qui sont intéressants. J'ai fait aussi beaucoup de gestion de crise, puisque j'ai fait 8 ans chez Burson Marsteller, qui est une des grandes agences de la place en gestion de crise, sur la partie digitale. Voilà, l'influence, c'est veiller, c'est étudier, c'est parfois gérer la crise en passif et en actif, c'est prendre la parole, poser des stratégies et aller chercher des stratégies d'alliés. Donc, c'est très large, en fait, comme pratique. Ouais, et j'imagine que c'est challengeant. C'est génial. C'est très challengeant, mais génial. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins dans ton activité, pour le coup? Oui, alors, en fait, moi, mon terrain de jeu, c'est le digital. Et dans le digital, il y a une particularité, c'est que les gens ont ce réflexe de dire ça doit être instantané. On doit être dans une mise en application immédiate. On produit un contenu, on le met en ligne, on récolte les fruits. En fait, moi, je me bats contre cette logique très court-termiste pour mettre en place des dispositifs qui sont pensés, qui sont réfléchis et qu'on va déployer pendant 1 an ou 2, de manière à véritablement suivre l'évolution en fait, d'une posture, d'un dispositif, d'un programme. Et on va aller chercher des KPIs qui ont du sens aussi. On ne va pas simplement s'arrêter sur un nombre d'impressions, un taux d'engagement. On va beaucoup plus loin pour donner du sens finalement à la démarche. Voilà. Donc la chose la plus difficile pour moi, c'est de me battre contre ce besoin d'instantanéité. C'est nécessaire dans certains métiers. Dans l'influence, on travaille sur un temps un peu plus long, sur des sujets un peu plus complexes, un peu plus corporate. Ça, c'est intéressant. J'aime bien cette idée d'ennemi là, que tu viens de mentionner, le règne du court-termisme et de l'instantanéité. En tout cas, sur ce métier-là, encore une fois, il y a des activations TikTokiennes qui sont très bien, qui sont dans l'instantané. Elles sont pas critiquables, c'est juste un autre métier, quoi. Ouais, on est d'accord. Ouais. Écoute, maintenant qu'on a passé en revue un petit peu ta carrière, en tout cas une bonne partie de ta carrière, il y a sûrement d'autres éléments qui vont surgir dans la suite de cette conversation. Mais j'aimerais qu'on parle un peu plus maintenant de ton rapport au travail, dans ta sphère un peu plus intime. Tu vois, là, ici, on est dans les locaux de Balade Club, donc le coworking augmenté à Lyon. Je dis bien parce que c'est un positionnement un peu novateur. On va et pas que à Lyon. Je te donne la parole là-dessus. Je sais pas si tu veux une question spécifique, mais c'est quoi ton avis sur Balade Club et comment tu te sens ici, quoi? En fait, moi, j'ai lancé mon entreprise il y a 3 ans. Après 18 ans ou 17 ans de travail dans des grands groupes, dans des agences de communication, dans des startups, dans des ministères. Donc, j'ai parcouru différents contextes avant de lancer ma propre entreprise. Il y a maintenant 3 ans. Et quand on lance son propre business, on a envie de créer un environnement, un écosystème qui nous ressemble. Donc, il y a plein de types d'indépendants, il y a plein de types d'entrepreneurs. Moi, je suis un entrepreneur qui a besoin d'être connecté. Donc, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin d'échanger. Je ne suis pas un entrepreneur tout seul devant mon écran dans ma chambre. Et puis, encore une fois, je suis un entrepreneur qui a eu beaucoup d'expérience avant. Donc, voilà. Et donc, je suis passé par différentes étapes. J'ai essayé des coworking classiques. J'ai essayé des bureaux partagés.
Et puis je suis tombé sur Ballet Club un peu par hasard. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est le modèle original, innovant. Un modèle qu'on ne retrouve pas ailleurs, puisqu'en fait, on est sur un modèle qui est fait pour les nomades. C'est des gens qui vont se déplacer entre les 4 bureaux à Lyon, qui vont prendre des moyens de locomotion, des vélos, des voitures, qui vont vivre aussi l'expérience balade de rencontrer des gens, de participer à des conférences, et qui vont aller aussi à Paris, comme ça m'arrive au moins une fois par mois, dans un des appartements, dans du coworking, à Marseille, à Barcelone. Bref, il y a beaucoup d'occasions de faire vivre le travail de différentes manières. Et donc, c'est ce modèle, moi, qui m'intéresse chez Balade, c'est travailler, oui, mais travailler autrement, en m'ouvrant à mon rythme, à ma manière de faire, et dans des lieux différents, avec des gens différents. Le meilleur exemple d'ambassadora pour Balade Club. Voilà, on essaie d'être soi-même Ouais, un ambassadeur. tu l'as expliqué mieux que moi, effectivement, c'est ça la notion de coworking augmenté, c'est aller au-delà du simple coworking, Ouais. c'est de proposer également des hébergements, c'est de proposer des voitures enfin, en libre accès. À partir du moment où on est membre Balade Club, des vélos cargo, des salles de sport. Et puis en plus, on n'a même pas mentionné toute la culture aussi qu'il y a autour, les Bien événements sûr, qui sont bien sûr, organisés ouais. par les uns les autres. Toi, tu avais organisé d'ailleurs J'ai un organisé une événement aussi conférence autour de chez des Balade, conférences. ouais. Ouverte en plus, c'est ça que je trouve appréciable. Et en tout cas, moi, c'est une idée que je défends dans mon métier, c'est le côté ouvert de l'écosystème. Que ça soit une entreprise, une association, une institution, on est souvent en vase clos. Moi, j'essaie de créer un écosystème où je fais travailler plusieurs freelances sur mes projets, où j'en rencontre d'autres au quotidien, où je travaille chez Balade dans des lieux différents, je me déplace, je vais voir des clients. Voilà, je suis un peu partout. C'est ma manière de faire et je pense que ça correspond à une tendance de fond dans la société en plus, où certaines personnes, parce que c'est pas le cas de tout le monde, n'ont pas forcément besoin d'avoir leur poste qui soit le même tous les jours au même endroit. En tout cas, moi, c'est pas mon cas et je le vis très bien. Trop bien, trop bien. Et c'est marrant parce que quand on te voit en plus comme ça, là, tu vois, bien habillé, costume, chemise, on en parlait en off avant le début de l'épisode. Tu me Ouais. disais, ouais, mais moi, Wesley, dans les sphères dans lesquelles j'évolue, ça, c'est. Enfin, tu vois, les mecs sont tellement à un niveau tiré à 4 épingles que ça paraîtrait comme une tenue du vendredi quasiment. Alors qu'ici, à Balade Club, les gens, enfin, t'es une des seules personnes à porter le blazer comme ça. Ouais. Et pourtant, tu te sens comme un poisson dans l'eau. C'est ça aussi que je trouve beau ici à Balade Club, c'est que on a des profils assez hétéroclites, tu vois, assez distincts. Ouais. Mais voilà, en fait, on s'entend bien et t'as la petite entrepreneuse de 22 ans comme le senior voilà, qui a la quarantaine et qui a une carrière derrière lui. Il y a tout et moi, c'est ça que j'adore. Mais pour revenir sur le pourquoi du comment, quand tu fais 18 ans de carrière, dans des fonctions de direction dans des grandes entreprises, effectivement, il y a des codes. Et c'est souvent les codes du corporate en plus. Donc ces codes, ils jouent sur le vestimentaire, mais pas que, sur plein d'autres choses, les interactions, la manière de travailler, les process, etc. Moi, j'ai décidé aussi de monter mon entreprise pour casser ou faire évoluer ces codes. Ouais. C'est-à-dire faire du corporate, mais d'une manière un peu plus détendue, un peu plus authentique, un peu plus innovante. Voilà, ça, c'est hyper important pour moi. Donc oui, je porte des vestes et je mets des chemises. Mais t'as Mais je suis en tombé la basket, cravate. etc. Et voilà, en fait, tombé la ce qui est important, c'est d'être soi-même. En tout cas, moi, c'est ce que je prêche auprès de mes clients. Donc, si je me l'applique pas à moi-même, ça va pas. Quoi. Donc finalement, on peut être corporate et cool ou humain, je sais pas quel mot tu emploierais, absolument, mais absolument. Après, il est clair qu'aujourd'hui, sur le marché du freelancing, il y a une majorité, tu vois, moi j'ai 44 ans, il y a beaucoup plus de freelance qu'on la trentaine, en moyenne, beaucoup plus de freelance qui s'adressent au B2C plutôt qu'au B2B, pardon, et qui vont chercher plutôt des clients dans l'entrepreneuriat et les startups que les grands groupes. Donc je suis atypique, mais c'est ça qui est important, c'est qu'on le soit tous, quoi, en fait, on soit tous nous-mêmes. trop bien, je souscris. Mais ça, Voilà. je le savais déjà un petit peu. Concernant justement ton rythme de travail, Ouais. comment ça se passe? Donc il y a plusieurs espaces où tu viens bosser. Là, ici, on est à Ballet Club Vauban, dans le 6e arrondissement de Lyon. Ouais. Je sais que je te croise souvent aussi côté plutôt centre-ville, voilà, Ballet Club Terreau. Ouais, à quoi ça ressemble une semaine type de Hugo Cousin? Alors moi, mes semaines, elles sont drivées beaucoup par mes clients. Donc je vais soit être à Lyon, soit être à Paris. Ça, c'est quand même mes deux lieux de base. Et puis après, je peux traverser la France ou l'Europe. La manière dont je travaille, elle est aussi assez déstructurée si on se place d'un point de vue un peu conventionnel. C'est-à-dire que je peux faire 2 heures ici, après me rapprocher du centre-ville parce que j'ai des réunions ou besoin de me mettre là-bas. Après, prendre un train et traverser la France ou prendre un avion. Bref, j'ai pas de limite en fait. Je structure pas mon temps de travail en fonction d'un lieu. Je structure mon temps de travail en fonction de mes besoins. Il y a aussi dans les lieux les gens, ça joue beaucoup.
Il y a aussi certaines salles de réunion, certains équipements. Donc moi, ce que j'apprécie, c'est d'avoir le choix, en fait. La vraie liberté, c'est d'avoir le choix. Donc c'est pour ça que je parle d'écosystème. Je vais voyager de plus en plus. C'est assez probable. Et j'adore ça. Donc en fait, le train est devenu aussi un deuxième bureau pour moi. Et maintenant, il y a vraiment des moyens de bien travailler dans le train. C'est plus du temps perdu, entre guillemets. Donc ça, Oui, c'est cadeau. franchement, en première classe dans le TGV, même en deuxième classe déjà. Voilà, et puis c'est confortable de pouvoir savoir que il y a des appartements, typiquement à Paris, dans lesquels je vais fréquemment, que les choses sont faites pour permettre à chacun de s'épanouir, quoi. Voilà. Donc mon temps, il est déstructuré, mais en fait, il me ressemble bien, à savoir que je me déplace en fonction de mes besoins, quoi. C'est vraiment ça. Et ça va, tu t'y retrouves. Il y a la fameuse question équilibre vie pro, vie perso. Ouais. Toi, ça va, tu arrives à jongler entre tout ça parce que tu as aussi une vie familiale. Ouais, aussi... absolument. Bah, ça fait partie aussi des enjeux ou des challenges quand on est un travailleur de manière générale, mais quand on est indépendant en particulier. Je sais que ma première année d'indépendance, j'ai vraiment bossé énormément. Pas parce qu'il fallait tout construire, mais quelle que soit l'expérience qu'on a, on a besoin de faire sortir de l'eau quand même une c'est marque. toujours un nouveau une machine. départ C'est d'une manière ou toujours un d'une nouveau départ, c'est un challenge. Et c'est poser la question de l'équilibre pro-perso. Elle se pose tout le temps. Moi, ce que j'apprécie dans le fait d'être indépendant, c'est d'avoir de la flexibilité. Alors, la flexibilité, je l'utilise pas comme beaucoup d'indépendants qui se prennent une demi-journée ici ou là, ou qui travaillent la nuit, ou qui travaillent le week-end. Par exemple, à Vauban. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas. Moi, j'ai quand même été éduqué pendant 18 ans au 9-19. Donc la transition, elle est douce, mais je me donne de plus en plus de flexibilité dans mon temps, progressivement. Et puis ça va avec le développement de ton activité aussi, évidemment. Donc je l'exploite comme je veux, cette flexibilité. Aujourd'hui, assez peu, mais ça progresse. En tout cas, j'ai la liberté de le faire. Et ça, c'est génial. Trop bien. Et puis, il y a des périodes. Il y a des périodes Il y a de rush, des périodes où c'est plus calme, d'accalmie. Exactement. Ok. Exactement. J'ai l'impression qu'on a bien fait le tour sur ces questions-là. Maintenant, je te propose qu'on se tourne vers le futur. Le futur du travail. Et ouais. T'as Génial. plein de choses à dire là-dessus, je le sais. Ouais. Mais déjà, toi, dans ton métier à toi, tu vois, l'influence digitale et le faire en tant qu'indépendant, en tant que freelance, qu'est-ce que tu entrevois comme changement dans les années à venir? Ils sont énormes, les changements à venir. Je me doute. Ils sont énormes. Quand on parle de réputation, on parle d'image de marque. Quand on parle d'image de marque, on parle de comment est-ce qu'on arrive à créer du lien avec des publics cibles, avec des communautés, avec des partenaires, maintenir ce lien, faire grandir ce lien, accroître son audience, accroître son influence. Et donc, le mot-clé, c'est la confiance. Si on arrive à créer du lien, c'est parce qu'on a créé de la confiance. Sauf que, comment est-ce qu'on fait pour créer de la confiance quand on a des doutes sur la qualité de l'information qu'on est en train de lire ou qu'on est en train de consommer? Comment est-ce qu'on fait pour créer de la confiance quand on ne sait pas si parmi les gens auxquels on s'adresse, il y a des faux profils ou des vrais profils et d'où ils viennent? Comment est-ce qu'on fait quand on se donne du mal pour produire des plans de com ou des contenus et qu'on les voit reproduits à l'infini par des machines à côté? Donc en fait, le sujet, c'est comment est-ce que la technologie vient heurter ces enjeux de réputation et donc la communication des entreprises, et comment est-ce qu'on l'appréhende. Donc il y a deux manières de l'appréhender. Il y a une manière très positive, et je pense que l'IA et les autres vagues technologiques du moment vont servir énormément certains métiers, type le e-commerce. J'ai fait 5 ans chez Interflora, donc je l'ai vu de très près. On accélère, on précise les choses, on analyse la donnée, on en tire des insights de manière beaucoup plus rapide et efficace. Et donc, on crée de la croissance. Donc ça, je pense vraiment que la technologie va aider beaucoup de business à créer de la croissance. Mais en parallèle, on a un risque vraiment de détérioration de la confiance et donc de la réputation des entreprises avec des bad buzz, des cas de crise et de la détérioration d'image qui devient de plus en plus prégnant. Donc, on a besoin de gens, justement, qui viennent faire bouclier et qui viennent exploiter. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la grosse vague. On en parle depuis 2 ans. La vérité, c'est que ça se prépare depuis 10 ans et que ça va durer encore pendant des dizaines d'années. Mais c'est la grosse vague qui est en train de secouer le métier. Et moi, j'aide beaucoup mes clients à faire face à ça. Okay. À appréhender. Est-ce que toi, tu te sens menacé, toi? Moi, je ne me sens pas menacé personnellement. Ce qui est menacé, c'est la communication traditionnelle des entreprises. C'est la manière dont une entreprise classiquement fait passer des messages, classiquement utilise des éléments de langage, classiquement s'attend aussi à avoir
un retour sur ces productions de contenu. L'enjeu des algorithmes, il est énorme. Je le mentionnais rapidement tout à l'heure, mais le fait que tous les contenus émotionnels génèrent bien plus d'attention via l'algorithme, de visibilité, que des contenus structurés, rationnels, pensés, fait qu'il y a une forme de Facebookisation de l'ensemble des réseaux sociaux, de l'ensemble des plateformes. Ou TikTokisation même. Voilà, ou TikTokisation, où on voit des gens se mettre en scène, où on voit des situations humoristiques ou choquantes. Le message de fond, il est absent, il n'existe pas. Le en plus fait. souvent, en tout cas. Mais par contre, ça crée du buzz. Donc ça interroge le monde de l'entreprise, ça interroge le monde du corporate sur est-ce que je suis cette trend, cette tendance, quitte à un peu dévoyer mon identité, ou est-ce que je me reclus dans ma tour de Babel et je continue à faire des choses très sérieuses, très structurées, qui intéressent plus grand monde. Voilà. Donc c'est comment est-ce qu'on trouve ce juste milieu. Ça, je pense que ça secoue énormément le monde de la com, et la réponse, en partie de la réponse, c'est l'influence digitale. Ouais, donc c'est un monde, c'est quand même c'est assez sombre ce que tu dépeins quand même. Enfin, il y a un côté assez sombre C'est un énorme cas, challenge. c'est un énorme challenge. À aller défricher, quoi. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est justement trouver des moyens innovants, parce que on le dit souvent, la créativité reste l'apanage du cerveau humain, entre guillemets, versus les IA, les machines. Et donc, c'est trouver des moyens innovants pour créer de l'audience, faire passer des messages de manière positive, authentique, et finalement bypasser l'ensemble des risques ou des difficultés qu'on pourrait trouver à travers l'algorithme, à travers le fonctionnement des communautés, etc. Donc, moi, je vois ça comme une tendance qui est dure pour le métier, mais c'est un défi, et il faut dépasser le défi, en fait. Il faut remporter on n'a plus le choix, de toute façon, on est dedans voilà, aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, il faut y aller. Et c'est vrai que les entreprises qui avaient une communication assez passive, les dirigeants qui ne prenaient pas la parole, les collaborateurs qui ne parlaient pas de la marque employeur, tout ça, c'est un monde qui est en train de un peu de disparaître, parce qu'on a besoin de sortir du bois, et on a besoin, si c'est pas vous qui communiquez, personne ne le fera, comme d'habitude. Ça fait longtemps, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, je pense, avec les IA et avec le futur du travail et de la communication. Et en parlant du futur du travail et de la communication, c'est quoi maintenant le future of work rêvé d'Hugo Cousin? C'est la question signature de ce podcast, et je te la pose. Ouais. Je te la pose avec grand plaisir. Moi, mon sujet, j'ai un peu fait référence, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que les postures de communication traditionnelles super encadrées, et je me bats au quotidien avec et pour mes clients, ont tendance à passer de mode, tout simplement pour toutes les raisons dont on a parlé. Ça veut dire qu'il faut sortir du bois, ça veut dire qu'il faut parler vrai, ça veut dire qu'il faut prendre des engagements. Ça veut dire qu'il faut ouvrir la porte aussi à tous les publics, et à assumer en fait qui on est, sa propre ADN. Ça, c'est compliqué. Donc dans ce futur du travail dont moi je rêverais, c'est finalement un monde où chacun réussit à être plus authentique, plus lui-même. Une entreprise qui s'assoit plus non pas sa masse salariale, et non pas ses collaborateurs non plus, mais vraiment sur les humains qui la composent, qui n'a pas peur de les mettre en avant, de miser sur eux, malgré cet environnement, qu'il soit politique, qu'il soit technologique ou autre, ou économique, qui peut être stressant. Voilà, faut être honnête. Donc moi, je mise beaucoup sur l'humain au service, plutôt le digital au service de l'humain et pas l'inverse. Je crois beaucoup à ça. Ça me semble être une magnifique conclusion. Voilà. L'humain, merci. L'authenticité. L'authenticité aussi de vous qui nous écoutez, qui nous regardez, d'aller mettre 5 étoiles au minimum pour soutenir le podcast. Merci encore Hugo, c'était un plaisir de te recevoir ici. C'était super. De se voir dans une posture différente d'habitude. Et voilà, merci encore à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode du Balade Club Podcast. Ciao, ciao. À bientôt.